Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. J'espère que vous allez bien après ce super week-end de course avec notamment l'Enfer du Nord Paris-Roubaix, course sur laquelle Titouan Morinière à mes côtés était présent et puis je crois que tu t'es régalé Titouan. Oui, en tant que spectateur, c'était génial. Le week-end en général, autant aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais surtout, on a vu Pogacar simplement déjà concourir sur cette course qui est juste mythique. Et du coup, malgré le fait qu'il a fait que deuxième, c'était juste sympa, trop bien à voir. Et puis la victoire aussi de Pauline Ferrand-Prévot chez les femmes. Exactement, ça va être l'intégralité, presque l'intégralité de notre émission parce que justement on va débriefer Paris-Roubaix hommes, on va débriefer Paris-Roubaix femmes et faire une petite preview quand même de l'Amstel Gold Race qui aura lieu en fin de semaine juste après la Flèche Brabançonne, notamment en cours de semaine où il y aura la reprise de Remco Evenepoel. Pardon. Donc Paris-Roubaix homme avec bien sûr le triplé, la victoire de Mathieu Van Der Poel qui fait un triplé, troisième Paris-Roubaix de suite. C'est le troisième dans l'histoire à effectuer une telle performance. C'est ouf. Après, du coup, Roger de Valminck. Non, Octave Lapis. Octave Lapis, bien sûr. Mais après, du coup, il a pour but Francesco Moser. Puis après, il a pour but effectivement d'égaler Roger de Valminck et puis du coup Tom Boonen. Peut-être l'année prochaine en soi. Pogacar a dit qu'il voulait revenir en plus. Oui, mais il a dit peut-être pas l'année prochaine. Ouais. Donc on va voir ça. En tout cas, c'était une course exceptionnelle. Comment tu l'as vécu toi, au plus près de la course, on va dire ? En vrai, c'était ouf. En fait, déjà, pour moi qui n'a jamais vu du coup le Paris-Roubaix, forcément, le fait de voir les pavés et tout, tu te dis, c'est réellement un enfer. Il y a des trous partout dans la route. Mais après, d'un point de vue sportif, en fait, c'était ouf. Après, du coup, ils se sont vite dégagés. Même dès le premier secteur, c'était déjà en ligne à bloc, genre on voyait au loin et en fait premier secteur entamé par Ineos qui crèvent tous, voilà, Ghana et Ineos qui au final qui crève. Et Ineos qui au final même pas dans le top 10. Ghana il fait le sprint pour je sais plus, c'était peut-être la 12e place, un truc. Oui, il était en gros dans le top 15. On l'a vu avec un groupe avec Stefan Kung, etc. Mais non, pas dans le top 10. Mais il y a eu donc effectivement Ineos. Après il y a eu Alpecin qui était dans la roue et tout. Et Pogacar, dès la sortie de Trois-Villanchy, il était deuxième. Franchement, tu te disais ça va être une course de ouf. Il restait 160 bornes. Il n'y avait pas encore les gros secteurs de passer. Et là, on se dit ça va être quelque chose. Et du coup, après, j'ai eu l'occasion notamment de les voir dans d'autres secteurs. Et à la fin, au Carrefour, quand Mathieu Van Der Poel est passé en tête, Pogacar, même, en fait, il avait le sourire parce que c'était une ambiance de ouf. Lui, il découvrait l'Enfer du Nord. Donc, même s'il avait chuté et tout, c'était un fait de course. Et lui-même, il dira qu'il était content parce que c'est que sa première participation. Et en vrai, c'est ouf de faire deuxième pour la première fois. Et puis Van Der Poel, qui était aussi hyper impressionnant, en fait. Et Pogacar, ça se voyait, il souffrait un peu. Mais je pense qu'il y aurait plus cette chute, ça aurait changé quelque chose. Ça aurait même tout changé parce que le scénario était fou, c'est le scénario qu'on voulait, le duel entre les deux mutants, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, avec Pedersen qui aurait pu s'inviter là-dedans. Malheureusement, il a crevé juste avant le Mont-Saint-Pével. Et Philipsen aussi, qui les a longtemps accompagnés en échappée. Bissegger aussi, très belle performance de la part de Stefan Bissegger. C'est la première fois un peu qu'on le voyait sous le maillot HD2R, en tout cas bien performé aux avant-postes et tout. Même sur Paris-Roubaix, parce qu'on a vu des Suisses performer. On a vu Kuhn qui avait fait deuxième derrière Van Barle en 2022. On avait vu aussi notamment Dillier qui avait fait deuxième derrière Sagan en 2018. Ouais. Mais Bissegger, on l'avait jamais vu à l'avant vraiment sur les pavés, ou du moins sur Paris-Roubaix. Et c'est vrai que du coup, des 82 heures à la mondiale, peut-être qu'ils ne se contentent pas d'une 7ème place. Mais je pense que c'est quand même un très beau résultat parce que devant on retrouve des équipes, les meilleures équipes du peloton, hormis Intermarché Wanty qui fait d'ailleurs un très bon Paris-Roubaix. Donc on a du coup Alpecin avec Mathieu Van Der Poel, on a UAE avec Pogacar 2e et Vermeersch 5e, on a du coup 3e Lidl Trek avec Pedersen et aussi du coup Van Aert dont on pourra aussi parler parce que je pense que c'est vraiment là un revenant Van Aert. Et puis du coup Intermarché qui fait 6e et 10e avec Rutsch et Rex. N'empêche qu'on voit encore une fois que sur Paris-Roubaix,
les échappés font des places parce que ce soit Rouch ou Holgard, tu les verrais pas dans un top 10 s'ils n'avaient pas pris l'échappée. Et donc c'est une des seules courses où on voit quand même les échappés qui terminent dans le top 10. Bon voilà, c'est tellement le bazar en fait. Qu'en fait, tu peux, ils contrôlent dans le sens où l'échappée a été très vite reprise. Elle a été reprise dans la trouée, je crois. Dans la trouée. Mais après, en fait, les coureurs, vu qu'avant il n'y a pas trop de pavés, en fait, il y a la distance quand même, donc il faut quand même être solide. Hein. Holgard et Rutsch, c'est pas des amateurs. Mais oui, effectivement, l'échappée, forcément, ça peut être un bon accessible pour aller faire un beau podium ou un beau résultat. Et Dillier, quand il a fait deuxième, il a été en échappée. Heyman, il était en échappée quand il a gagné en 2016. Effectivement, hein, je confirme ce que tu dis. La seule équipe, du coup, on parlait des forces d'équipe avec Alpecin, avec Ineos qui a fait un coup de force dès le premier secteur. Malheureusement, ils ont joué avec la malchance pendant un petit peu tout Paris-Roubaix quand même. Mais une équipe qui m'a bien déçu, c'est quand même la UAE. Il y avait Pogacar qui était vraiment très très fort pour son premier Paris-Roubaix. Je l'attendais même pas à ce niveau de performance, alors qu'on sait très bien que c'est l'ovni du peloton. Peut-être que tu l'espérais quand même qu'il puisse rivaliser avec Van Der Poel. J'espérais, mais je m'y attendais pas. Enfin, tu vois, Van Der Poel, c'est son jardin, il connaît tous les secteurs, les yeux fermés. Pedersen, c'est un petit peu pareil. Van Aert aussi. Et Pogacar, tu vois, il y avait, on l'a vu, il y avait ce truc qui connaissait moins les secteurs. Au départ, il était hyper stressé. À la présentation des équipes, il y a le speaker qui d'habitude, toi, puis Pogacar, c'est le mec qui est hyper joyeux, hyper détendu. Au départ, il va aller faire des blagues ou quoi, ou même quand il est hors course, il va aller faire des vidéos un peu fun. Et là, tu as le speaker carré qui lui dit comment va être la course, comment tu le sens. Et il dit juste crazy, et il s'arrête là, et ça se voit même quand le speaker s'approche de lui, il tire une tête parce qu'il a pas envie de répondre aux questions. Il était vraiment dans sa bulle, et c'était vraiment différent. Tu sentais vraiment qu'il y avait une atmosphère pesante. Et même Van Der Poel qui avait gagné 2 ans, qui a gagné en 2023, 2024 et qui du coup gagne en 2025, on sentait aussi qu'il avait la pression. Alors pourtant lui il connaissait, mais parce qu'en fait il y avait cet enjeu de voir un mec arriver alors que c'est un gars, Pogacar, qui joue les classements généraux, qui est champion du monde, mais parce que de base c'est les grimpeurs, 66 kilos aussi. Et du coup il y avait vraiment cet enjeu de Van Der Poel, j'ai pas envie de laisser ma place à un gars qui du coup a l'habitude de jouer les classements généraux là où moi je suis pas forcément capable d'aller titiller. Et à un autre côté, Pogacar qui lui avait une appréhension, d'autant plus que il a plu la nuit précédant la course et les pavés étaient vraiment détrempés au début de la course. Alors après il a pas plu de la journée, mais il y a aussi cette appréhension là. Alors que pour les femmes c'était hyper sec, c'était complètement différent. Tout à fait. Du coup, l'équipe UAE, moi je rebondis encore une fois là-dessus, il termine 5e en plus de Pogacar, mais Vermeersch n'a pas trop pesé sur la course. Nils Politt a joué de malchance parce qu'il a crevé après la trouée d'Arambert. Il me semble qu'il a crevé après la trouée d'Arambert, ou en tout cas après un secteur où tout s'est décanté, et donc il n'a pas pu trop aider Pogacar. Et c'est vrai que les autres on les a pas vus, pourtant ils avaient aligné leur meilleure équipe de Paris-Roubaix possible, avec Molano, avec Morgado. C'était vraiment des coureurs de classiques pavés, et puis on les a pas vus, même ne serait-ce que couvrir Pogacar en début d'étape. Pogacar, ça, en fait. Il prend du vent. On se demande, mais qu'est-ce qu'il nous fait Pogacar ? Après, Pogacar aussi, il prend du vent, mais c'est sa propre volonté. Je veux dire, là, il est à Trois-Villes, il se met devant, il veut montrer qu'il est présent. Et moi, je pense que tu vois, oui, effectivement, ça aurait peut-être pu aider parce que du coup, il a un peu gaspillé de l'énergie. Mais en vérité, est-ce que Pogacar se serait vraiment servi de ses équipiers si ses équipiers étaient présents ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai l'intime conviction qu'une équipe, ça sert toujours, et que tu vois, n'empêche que Van Der Poel, quand il avait Philipsen à ses côtés, tu vois, il était rassuré. J'ai l'impression qu'il avait un bouclier défensif, et que tu vois, il a attaqué, il a éliminé Philipsen carrément. Genre quand ils étaient deux, ils étaient imparables, tu vois. Et avec cette équipe UAE qui n'a pas su mener le train, qui n'a jamais été à l'avant avec Pogacar, voilà. Et même quand tu vois Vermeersch qui essaye d'attaquer Van Aert et Pedersen derrière, qui roule avec Van Aert et Pedersen alors qu'on les voyait qui se rapprochaient à 45 secondes, tu te dis UAE c'est un peu bizarre. Et je trouve que
leurs courses, ils sont très très forts individuellement, que ce soit avec Pogačar ou avec Almeida qui a remporté la course, avec Juan Ayuso, mais c'est jamais des courses d'équipe. Je trouve qu'ils sont pas bons en équipe, quoi. En gros, c'est vraiment juste En gros, ils rassemblent toutes les groupes. C'est la force individuelle avant la force en équipe, alors que pourtant sur le papier, ils pourraient tellement faire des trains et éliminer un par un, et ça fait comme Ineos quand il y avait Bernal, Thomas et Froome, et que derrière t'avais plus que je sais pas Bardet et Nibali, enfin pas Nibali parce que 2019 Nibali était plus Bardet, Pinot, Kruijswijk et tout, quoi. Voilà, c'est ça, mais tu vois, il y avait 3 Ineos et plus que 2 adversaires. Bah là je trouve on voit pas trop ça avec UAE alors qu'ils pourraient le faire. Donc je suis un peu déçu moi de l'équipe UAE, mais bon, Pogačar fait 2e, Vermeersch fait 5e, donc on va pas trop en parler. Mais voilà, moi je voulais en parler en tout cas. Oui, c'est sûr que c'est bien vu parce qu'effectivement on peut parler des équipes qui ont réussi comme Intermarché, mais c'est souvent difficile de parler d'une équipe qui se rate quand un coureur de la même formation fait un podium en fait. Ouais, et effectivement, le travail en équipe du UAE, il a pas été réel. On peut pas dire que UAE a travaillé. Sur le Tour des Flandres, ils se sont chiés aussi. Hein. Bah oui. Faut dire ce qu'il est. C'était prévu. Sur Milan-San Remo, ils se sont chiés aussi. C'était prévu. Il y avait un plan et ils ont dû le modifier. C'est Pogačar à chaque fois qui fait tout le boulot. Mais après le truc c'est qu'on n'est pas au cœur de leur stratégie. Est-ce que ce serait pas Pogačar qui foutrait c'est possible. Qui mettrait un peu la pagaille? Parce que honnêtement, Van Der Poel, quand il arrivait dans le premier secteur à 3 villes, il n'était pas premier de son équipe. Il était bien placé, donc il était 5 ou 6e, mais il était 2e de son équipe. Il y avait un mec d'Alpecin devant. Pogačar, il était 2e du groupe. Alors, est-ce que c'est parce que les équipiers de UAE sont pas au niveau? Moi, je pense pas. Parce que, honnêtement, Vermeersch, ok, peut-être qu'il n'a pas été en capacité de lâcher Van Aert et Pedersen. Mais en attendant, en travail d'équipier, ça suffit largement. Je pense qu'un mec qui fait 5e est largement capable de rivaliser. Donc, non, je pense qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que peut-être Pogačar est trop sûr de lui, peut-être. Hein. Ouais, non, bah après, tu vois, le coup de bluff de Pogačar aussi, il faut qu'on en parle un petit peu parce que je sais pas si tu l'as. Oui, le dos. Le dos, quand Mathieu Van Der Poel il met sa 3e attaque sur le plat après la trouée d'Arambert, tu vois qu'il serre les dents comme jamais. Après, il y a une autre attaque de Fedorov, il me semble. Ouais, le gars de Astana. Ouais, c'est ça. Et puis Pogačar a du mal à revenir dans les roues. Et puis, on le voit qu'il fait un geste de tête, il se laisse décrocher en bas de ce petit peloton. Et puis là il y a les commentateurs, que ce soit France TV ou Eurosport, parce que j'aimais bien regarder un petit peu les deux en même temps, ils disent Pogačar est cuit, Pogačar en fringale et tout. Puis après bon, c'est bizarre, il reprend un gel et tout de suite il est au top de sa forme. C'est soit moi je pense que c'était du bluff, je pense. Soit du bluff, soit le gel qui lui a fait du bien, mais en tout cas il était en mini fringale, mais en tout cas c'était marrant. On avait l'impression de voir un peu Vauclair à l'époque, tu sais, jouer avec le bluff. Et puis mais bon, peut-être je sais pas, Vauclair il était pas aimé dans le peloton à cause de ça, on va pas en tirer profit. C'est ça, parce que Pogačar il a quand même été on va dire généreux quand il était avec Philipsen et Van Der Poel, il prenait des relais. Il prenait des plus petits, je pense qu'il prenait des plus petits relais, mais en attendant il passait devant. Donc je pense que, est-ce que c'est là qu'il a gaspillé de l'énergie aussi? Je sais pas. Après il y a la chute, hein. Pour moi c'est la chute, le déclencheur c'est la chute. Obligé. Parce que oui, il était moins fort sur les pavés. Je pense pas qu'il aurait réussi à décrocher Van Der Poel. Mais en attendant, Pogačar avait quand même le niveau pour le suivre. L'ex-champion du monde, pardon. Ouais, non. Après, il a aussi un peu lâché dans la tête, j'ai l'impression, quand il revient à 12 secondes. Il doit faire ce petit jump. Et c'est là où Mathieu Van Der Poel a remporté le duel. Alors que tout tendait justement à ce que ce soit Pogačar qui gagne ce duel. Quand il se relève, Pogačar, quand il change de vélo, il est à 20-22 secondes. Il sort du secteur, il est plus qu'à 20-19 secondes. Et puis après, il grappille, seconde après seconde. Il va jusqu'à 12 secondes. Et là, Van Der Poel aurait pu faire comme Pidcock sur l'Estrade Bianchi et dire je me relève, je vais l'attendre. Tu vois, ça aurait pu être cette déclat. Et là, Van Der Poel, il a fait non. Ou Van Der Poel ou les oreillettes, hein, bien sûr, mais Van Der Poel il a fait non, je me bats jusqu'au bout. Et Pogačar il a perdu ce duel, et c'est là aussi où je suis surpris, parce que à 12 secondes tu remets un coup de pédale et puis t'es en dessous des 10 secondes, et là Van Der Poel il fait bon 10 secondes, c'est pas comme si Pogačar il avait
Et non, Van Der Poel a vraiment remporté ce duel. Je pense que c'est mental. Il était plus fort. Je pense que c'est mental parce que il y avait effectivement ce fait que Van Der Poel il lâchait pas, voilà. Il était vraiment très fort, mais aussi mental parce que effectivement, comment dire, mine de rien, quand tu as le mental, tu peux permettre de revenir. Et puis en fait, si c'était vraiment physique, il serait fait rattraper comme Philipsen a pu lâcher. Il serait fait rattraper par les mecs derrière. Donc je pense que oui, il a pas réussi à faire cette bascule. Et même Van Der Poel était déçu du fait que le duel se soit arrêté qu'à 50 bornes de l'arrivée. Parce qu'il disait par rapport. Oui, voilà. Lorsque les plus gros secteurs, les premiers secteurs étaient passés comme à Troué ou comme par exemple tous les secteurs comme Avelui, etc. Mais du coup, il l'a dit, je peux du coup dire la citation qu'il a dit, mais en gros il a dit « Sur cette chute, c'est certain que Tadej serait resté avec moi jusqu'au bout. Dommage qu'il ait fait cette erreur, car je ne vois pas comment j'aurais pu me débarrasser de lui. » Donc toi, ça veut quand même dire que Pogacar avait les jambes, mais par contre, il confirme qu'évidemment les chutes font partie de Paris-Roubaix. Il y en a plein qui sur chute n'ont pas pu jouer la victoire. De Genkolb, déjà dans les années passées, il avait chuté sur le bas-côté. Bon, lui, c'était pas pareil, c'était pas un duel, mais il n'avait pas pu non plus jouer la victoire, donc voilà. Non, c'est sûr, les chutes et les crevaisons, faut pas oublier quand même. Moi, j'aurais bien aimé voir Mats Pedersen qui fait quand même une sacrée campagne de classique. On le dit pas parce que devant, il y a 2 personnes qui en font encore des meilleurs, mais c'est vraiment difficile. Pedersen, tu vois, sans Pogacar et Van Der Poel, à tout moment, il aurait déjà remporté 2 monuments depuis le début de la saison. Et c'est ça qui est assez fou. C'est toujours les mêmes qui gagnent en fait. C'est quand même Pedersen, une performance à le souligner. Van Der Poel, du coup, qui revient à hauteur de Pogacar, 8 monuments chacun. Pogacar va peut-être faire le break en fin de saison. On verra, bien sûr, parce que c'est pas. Est-ce que Pogacar est aligné à Liège ? Oui. Et Van Der Poel pas forcément. Donc ça peut être fait dès. Il l'a déjà fait, Van Der Poel. Ça peut être fait dès avril. Pour l'instant, il n'est pas aligné. Et puis après, il y aura forcément la Primavera non. Non, pas la classique. Lombardia. Voilà, la classique d'automne pour le Tour de Lombardie. Mais non, mais je pense que dès l'Est-Bastogne-Liège, déjà, on pourra voir si Pogacar a une constance sur tout le reste de la saison. L'année dernière, il était brillant. Tu l'avais dit, depuis fin 2023, il a pas fait... Depuis septembre 2023, ouais. Il a fait 2 courses seulement en dehors du podium. Donc c'est quand même énorme. Et aussi du coup Van Aert, vu qu'on parlait de Pedersen, qui lui du coup a été un peu plus discret d'un point de vue classement, c'est-à-dire qu'il a jamais été vraiment aux avant-postes, mais par contre moi je trouve qu'il a fait une belle remontée. Honnêtement, quand je l'ai vu au premier secteur, j'ai cru que c'était déjà foutu parce qu'en gros il y avait Pogacar, Van Der Poel devant et il était déjà dans un 3e échelon et tout, mais en fait il a été gêné par une chute avant le premier secteur, donc c'était hyper nerveux, mais il a su revenir. Et quand on l'a vu arriver avec Pedersen et tout dans le 3e échelon, du coup vu qu'il y avait Van Der Poel tout seul, Pogacar tout seul et les mecs derrière, franchement on était agréablement surpris. Par contre il n'a pas réussi à passer au sprint devant Pedersen, et ça je pense que ça peut être le point de déception. Du coup il n'y a pas un Belge sur le top 3. Ouais, ça c'est vrai que c'est à noter, ça a pas dû arriver souvent, peut-être ces dernières années un petit peu plus, mais c'est vrai que ça a pas dû arriver souvent avant les années 2020, on va dire ça comme ça. Van Aert, moi j'ai été agréablement surpris, j'ai bien aimé sa seconde partie de course. Par contre, sa première partie de course, je trouve il est en dessous de ce qu'il doit faire et peut-être qu'il gaspille trop de force, des forces qui lui auraient peut-être permis d'être avec les meilleurs sur la fin, vu comment il finit la course. Et ça avait été la même chose pour le Tour des Flandres d'ailleurs. Donc c'est dommage parce qu'il finit les courses mieux qu'il les commence. Et t'as l'impression qu'il faut qu'il ait 150 km dans les jambes avant de commencer sa course. Ouais. Donc voilà, voir ce que ça pourra donner sur les prochaines classiques. Mais bon, Van Aert... Visma n'a pas fait une super course en soi. Encore 4e et c'est encore une sous-performance, est-ce qu'on peut dire ça je sais pas, mais en fait moi c'est plus pour la Visma, tu vois, chez les femmes ça roule, chez les hommes c'est moins ça en ce moment. Il y a 2 ans c'était la top équipe et depuis que UAE est venu un peu les chatouiller, et comme si du coup vu qu'ils étaient plus, comme si en gros la pression ne devait plus être au rendez-vous chez eux. On a vu, ils ont fait une grosse débâcle à travers la Flandre, et là même Van Barle directement lâché dès le premier secteur. Bon, peut-être que c'est lié à la victoire de Ferrand-Prévot, je sais pas. Petite note pour Brennan. Mais oui, Brennan qui a fait un très beau top 20.
Je sais pas. Si, je crois dans les premiers. Mais oui, on l'a. Bah, moi, c'est vrai que je suis vraiment surpris. Pardon, c'est sa première participation à Roubaix. Et lui, il était comme Pogacar, voilà. Il était très très bien placé. Quand Van Aert, Van Baarle et tout ça étaient plutôt en seconde partie de peloton, lui était toujours aux côtés de Pogacar, Van Der Poel et tout ça en première partie de peloton. Donc à 19 ans, c'est très prometteur. C'était le plus jeune participant de Paris-Roubaix. Je sais pas si tu avais la stat, mais voilà. Donc, c'est un mec à suivre en tout cas. Voilà. T'en parlais de Visma Leasebike chez les femmes, avec bien sûr la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, Cocorico, notre française. Pauline Ferrand-Prévot qui a fait une course absolument formidable. Elle était malade, soi-disant. Est-ce que c'est pas un outil de communication ? Je pense pas. En tout cas, elle avait peut-être un petit truc, mais elle était malade. Elle a mis cette cacahuète pour rejoindre. C'était qui il y avait le groupe de tête avec. C'était pas Northgard ? Non, il y a pas. Emma Northgard, voilà, qui était devant. Elle l'a déposé, Emma Northgard, sur le premier secteur pavé sur lequel elles sont ensemble. Et puis après, Marianne Vos qui a joué l'équipière de luxe, vraiment de luxe, parce que sans cette victoire de Pauline Ferrand-Prévot, on aurait pu imaginer une victoire de Marianne Vos vu comment elle était au-dessus de tout le monde, et même au-dessus de celle qui a un petit peu déçu peut-être pendant ce Paris-Roubaix, qui a pas été au top de sa forme, c'est Lotte Kopecky. Quand même, qui a fait une sous-performance. Elle est même pas dans le top 10. Non, après, elle s'est dévouée quand même pour le Renat. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, mais tu vois, quand t'as le statut de championne du monde, à un moment, forcément, t'es attendu, et Weebus, on va l'attendre sur les sprints du Tour de France. Kopecky, tu t'attends à la voir sur ce truc. Après, effectivement, ça peut être une stratégie. Si elle dit qu'elle est moins bien, ça peut être aussi la stratégie de SD Works de jouer pour une autre personne, et en soi, ça fait un podium pour SD Works, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage parce que on l'attendait. Après, au moins, c'est jamais les mêmes qui sont sur le podium, et on peut en être content, pardon. Mais c'est vrai que par contre, même d'un point de vue chauvinisme, c'est trop bien qu'il y a une Française qui gagne. D'autant plus que chez les Français gars, c'était pas au rendez-vous. Le premier, c'est Alexis Brunel, 25e. Non. Donc, c'est pas Alexis Brunel, si ? Si, c'est Alexis Brunel, 25e. Donc honnêtement, je pense que c'était génial, même avoir Pauline Ferrand-Prévot, de voir que effectivement, une Française gagne, c'est super. Et puis un numéro, parce que en vrai, elle revient de la route, du VTT, pardon. Bon, oui, ok, c'est une crossman d'origine, etc. C'est Florian Dauphin, 25e. Ah oui, je sais pas pourquoi. C'est un Total Énergie en tout cas. Oui. Mais oui, donc. Pauline Ferrand-Prévot qui du coup en fait est carrément qui réussit son début de saison. Elle a fait 2e du Tour des Flandres, première de Paris-Roubaix, de bon augure pour la suite. Bon, après du coup c'est Milan-San Remo, elle fait une bonne performance. Tour de France Femmes, c'est pas forcément la même chose, mais déjà ça montre qu'elle est forte, et justement Marianne Vos disait qu'elle était très à l'aise, quoi. Et encore une fois, en fin d'interview, elle a réaffirmé qu'elle voulait gagner le Tour de France. C'est vraiment, elle persiste là-dessus, et ça fait vraiment plaisir à voir. Et j'ai vu une interview de Mouratoglou, donc c'est au tennis, rien à voir, mais il est français, et il affirmait en fait qu'il aimait pas l'état d'esprit français, où on disait que quand un Français voulait performer, c'était... je sais pas comment dire, j'ai perdu le mot, mais c'était... il était trop confiant, genre c'était de l'orgueil, et il aimait pas cet état d'esprit. Et c'est vrai que là, moi j'aime bien cet état d'esprit où on dit je veux gagner, et on affiche ses ambitions, et puis au moins si elle réussit pas, elle les a affichées. Et puis là, Pauline Ferrand-Prévot, elle les affiche, mais elle coche la case. Et puis... Parce que ce qu'elle a fait à Paris-Roubaix, c'est juste exceptionnel. Alors après, oui, ses concurrentes du coup étaient... C'était pas forcément au rendez-vous, dans le sens où du coup sur le podium on n'attend pas des coureuses qu'on aurait pu attendre plus haut, genre par exemple Borghesi, c'est un peu la surprise de chez IF, alors que chez IF on attendait plus à Alison Jackson. FDJ Suez, ils font une 7e place avec Elie Chabet. En vrai c'est bien parce que ils ont pas à Voloring ou quoi, mais Chabet c'est quand même une cliente, donc non, mais je pense que Ferrand-Prévot c'est juste, ça peut que être positif, quoi. Après attention, parce qu'elle a quand même 33 ans, ça se ressent pas dans les jambes bien sûr, parce qu'en ce moment elle vole un peu sur son vélo, mais 33 ans c'est pas tout jeune pour un cycliste quand même. Après peut-être que chez les femmes ils sont encore restés à l'ancienne époque où le prime était entre 28 et 33, 34 ans. C'est ça, je pense qu'il y a moins ce truc, parce qu'il y a moins de formation. En fait c'est ça, c'est que ça vient de la formation chez les jeunes gars, et maintenant dès les juniors
juniors, les mecs ils sont quasiment prêts à passer pro, ils roulent comme des pros, ils s'entraînent comme des pros. Chez les filles c'est moins ça pour l'instant, donc forcément ça a un impact sur le pic de forme, sur le pic de carrière, et du coup pour l'instant les femmes ça a pas trop reculé en fait, enfin ça a pas trop du coup, ça c'est pas... Ça, je veux dire, c'est toujours des coureuses plutôt, on va dire, âgées, peuvent encore performer. Comme quoi Pauline Ferrand-Prévot effectivement remplit cette idée. Ouais, Pauline Ferrand-Prévot adoubée par Marianne Vos. Marianne Vos qui disait « Pauline montre dans toutes les courses à quel point elle se positionne bien, à quel point tout est en ordre. Et puis c'est aussi agréable de l'avoir avec nous et qu'elle remporte la course. » Une course, comme je disais, qui aurait pu être remportée par Marianne Vos, mais qui a joué le travail d'équipière. Et puis Pauline Ferrand-Prévot qui avait quand même chuté à 53 km de l'arrivée, faut le souligner. Du coup, elle a aussi obligé Marianne Vos à se consacrer à elle, parce que ça aurait été Marianne Vos qui aurait mis la première attaque. Enfin, du coup, ça aurait été pour Marianne Vos. Et elle a eu le courage aussi d'y aller. Donc, chapeau. Super, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter sur Paris-Roubaix? Peut-être un autre sentiment, un truc que tu as vu de l'intérieur, je sais pas. Tu l'as vécu au plus près des coureurs, au plus près des spectateurs, donc voilà. Non, mais en vrai, c'était énorme, l'ambiance, un truc de ouf. Et aussi, petite anecdote, quand tu vois, on a vu Pogacar, Pedersen et Van Der Poel, en fait, on passait sur l'autoroute direction le carrefour de l'Arbre. Et on les a vus passer sur le podium, sur le pont d'autoroute. Et du coup, tout ça, c'est un peu le grain de sel en plus. C'est-à-dire qu'il y avait des super courses. Et en plus, derrière, tu as des petits trucs comme ça qui égayent encore plus la journée. Donc, non, mais en vrai, super week-end. Et même, je pense, derrière la télé, ça devait être génial à voir. C'était super. Moi, je me suis régalé aussi. Et puis, t'as eu de la chance. Ouais, j'espère qu'on le fera un moment ensemble. Avec toute l'équipe. Dans les prochaines années. On va passer à la petite preview de l'Amstel Gold Race avec encore Pogacar qui fera cette course. Il est présent tous les dimanches en ce moment, Pogacar. Ouais. Il se repose... entre guillemets, il se repose la semaine et puis il est en course le dimanche. Amstel Gold Race, un parcours de 256 km avec pas mal de petites montées. La plus longue fera 3,5 km. Ce sera plutôt dans la première partie de la course et puis après ce sera vraiment beaucoup d'enchaînements. En fait, c'est l'enchaînement qui fait mal. Kilomètre. L'enchaînement fait mal, notamment le Cauberg qui est la montée la plus connue du coup de l'Amstel. Parce que c'est la fin. C'est ça. Oui, mais du coup le Cauberg est monté aussi avant avec l'enchaînement notamment du Bemelerberg et avec des pourcentages qui sont quand même atroces. C'est en moyenne, t'as des passages quand même à 12%. Après, il y a bien sûr sur certaines portions c'est encore plus pentu. Mais forcément, je veux dire, c'est pour les hommes forts. Après, c'est pas autant vallonné qu'un Liège-Bastogne-Liège parce que forcément les montées sont moins longues et tout ça, donc il y a moins de dénivelé. On est à 3550 mètres de dénivelé pour, comme tu l'as dit, 256 km. Mais en attendant, c'est toujours les hommes forts qui s'imposent. Et l'année dernière, du coup, Pidcock qui s'est imposé, avec un très beau scénario. Et puis Pogacar qui s'est imposé également de Benilly la saison juste avant. Donc je pense que ça peut être encore une fois une belle course et la start list est au rendez-vous. Pidcock, Pogacar, tu as cité les deux. Ils seront tous les deux présents. On les avait vus au Strade Bianchi. Ils nous avaient livré un très très beau duel. Un duel qui pourrait être de retour sur la course et entouré par d'autres favoris outsiders, on va dire, parce que l'ultime favori et le seul favori qu'on peut citer quand c'est en montagne et qu'il y a Pogacar, c'est lui. Et puis il y aura quand même Marc Hirschi, Wout van Aert qui termine très bien les courses et encore une fois la course fait 256 km, donc on pourra voir Wout van Aert de deuxième partie de course performer. Attention à lui quand même si ça finit au sprint, même s'il fait toujours deuxième au sprint en ce moment. Et puis il y aura quand même le retour de Remco Evenepoel à la compétition. On va voir ça après sa blessure à l'entraînement en décembre dernier. Il fait son retour sur la flèche Brabançonne, ce sera 2 jours avant l'Amstel Gold Race, donc ce sera le 18 et l'Amstel c'est le 20. Et puis Remco, on a hâte de voir où il en est dans sa préparation. En tout cas, il n'y a aucun repère en fait. Il n'y a aucun repère en course, c'est-à-dire que là ça va vraiment être la reprise à la flèche Brabançonne suite à sa chute qu'il avait eu du coup en décembre où il s'était pris une porte d'une voiture de poste et du coup donc il avait eu omoplate et des côtes cassées. Donc pour l'instant pas de repère. En plus tu vois, c'est pas comme si c'était Pogacar qui avait chuté, donc on aurait peut-être encore plus d'informations sur sa forme même s'il n'était pas en course. Là, Evenepoel, on va voir ce que ça donne. Après, c'est quand même un gars qui a gagné le Liège-Bastogne-Liège 2 fois. Donc, c'est des courses qui lui conviennent. Par contre, il n'a jamais gagné l'Amstel. Peut-être que ça peut être l'année. Il avait gagné du coup Liège-Liège en Belgique.
Donc là, l'Amstel, c'est dans les Pays-Bas. Peut-être qu'il peut gagner dans le pays voisin. Après, j'ai dit peut-être que c'était l'année, pas forcément du coup, parce que voilà. Ouais, pas... Mais on va voir. En tout cas, du coup, Evenepoel s'affiche comme un outsider alors que d'habitude ce serait un favori. Mais parce que du coup, pour l'instant, on n'a aucun repère. Et après, du coup, comme tu l'as dit, il y a Pogacar. Donc, qui a déjà fait un super Paris-Roubaix ce week-end, tout vainqueur du Tour de Flandre, etc. Pidcock qui lui s'est illustré à la Lula Tour et du coup au Strade Bianche. Hirschi qui lui a fait Hirschi avec Tudor, c'est peut-être encore moins puissant que l'année dernière avec UAE. Ouais. Parce que du coup il a gagné que la classification communicale devant Valenciana, mais à côté c'est pas forcément des victoires, c'est plutôt des bonnes places. Et puis Van Aert qui a malheureusement fait deuxième à travers la Flandre et qui peut-être va devoir prendre sa revanche. À Paris-Roubaix, il était très fort, mais il y a eu encore des erreurs tactiques, peut-être un peu moins de gaz aussi pour Van Aert. Donc, il y a encore Nelson Paoles sur la start list aussi. Il va en avoir peur. Une équipe IF pas mal avec Paoles et Illy. Un petit duo qui pourrait faire des dégâts. On va voir comment ils vont jouer cette double carte parce qu'ils n'ont pas souvent la chance entre guillemets d'avoir une double carte. Donc à voir comment IF va se comporter. Ça pourrait être les petits outsiders qui sortent par-ci par-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de nos Français? Il y a du Madouas, il y a du Grégoire, il y a du Champoussin qui est assez en surtout forme Champoussin en soi. depuis le début de saison. Et puis il y aura Sivakov aux côtés de Pogacar. Moi je pense que déjà Sivakov on peut tirer un trait dessus, non pas parce que c'est pas un mec en forme mais parce que du coup il doit être équipé pour Pogacar. Après on l'a dit, du coup le travail en équipe chez eux c'est moins ce que ça a été, mais bon quand même. Et après du coup Grégoire et Madouas qui pourraient jouer leur carte. Bon, Madouas c'est moins ça, pareil. Je pense que c'est plutôt Grégoire qu'on a vu notamment bon à Milan-San Remo quand même. Faut noter qu'il avait réussi à suivre Pogacar, Ghana et puis Van Der Poel dans le Poggio, dans la Cipressa pardon. Et surtout Champoussin. Moi c'est surtout Champoussin je pense, malgré le fait que j'apprécie pas son passage à Astana. Je pense qu'il est bien meilleur. On a vu sa troisième place à Paris-Nice. Il a été très bien placé sur pas mal de courses. Donc moi je pense que Champoussin ça peut être un sacré client et c'est une course qui peut lui convenir. On l'avait vu quand il était chez Arkea, quand il était chez Decathlon dans ses premières années. Il était très bon dans des courses montagneuses, mais jamais quand c'était des courses avec une répétition de col. Et sur les courses punchy, pareil, on pouvait le voir présent. Donc, moi, je pense que Champoussin, ça peut être celui qui va aller chercher un top 10, tu sais, pour représenter la France, malgré le fait que dans les années dans lesquelles on vit, le fait que Alaphilippe soit retiré, ou du moins soit encore là, mais qu'il soit plus trop présent, et que Pinot soit retiré, que Bardet va bientôt s'arrêter, peut-être que ça peut être la chance pour nous de retrouver un peu les top 5, même parce que il n'y a pas Martinez, par exemple, et voilà. Mais autrement, une super course annonce et un parcours qui n'est pas changé mais qui plaît toujours autant. Exactement, ouais, c'est vrai que les favoris y viennent. Là, c'est vrai qu'on a une belle start list aussi avec. Tu parlais d'Eddie Martinez, il y aura son équipe qui sera là et lui il ne sera pas là. Mais voilà, il y a Tudor qui a aligné sa grosse équipe avec Hirschi et Alaf. Et puis il y a quand même UAE qui met des équipiers autour de Pogacar. Et puis d'autres cartes. On en parlait de la stratégie d'équipe de UAE. On va voir ce que ça va donner. Ça partira de Maastricht et ça se terminera, je vais te laisser le prononcer, à Bergen-Terblitz. Exactement, voilà, tout pareil. Et puis il y aura quand même 3600 de D+, donc c'est une course, des répétitions de monts, 1 km à peu près chaque mont en moyenne, et quand même 3600 de D+, donc c'est à noter. On a hâte de voir tout ça, et puis ce sera un premier prémisse avant Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne, voilà, et tout cet enchaînement de deux courses. Merci Titouan. C'était un plaisir de pouvoir rediscuter par rapport à Paris-Roubaix, qui est quand même du coup la dernière course pavée. On n'en aura plus pour cette saison, ça va nous manquer, parce qu'on a vu des très belles performances de Pogacar notamment, Van Der Poel qui confirme, et puis maintenant place aux Ardennaises, puis après on va pas non plus faire trop de prévisions, etc. Le Giro ce sera pour plus tard, mais les grands tours arrivent, arrivent, c'est ça, dans un mois, on est mi-avril, on est le 14 avril, dans un peu moins d'un mois maintenant, puisque c'est début mai, le début du Giro. J'ai pas la date précise, mais effectivement souvent c'est par le 6, 9, etc. Donc
bah franchement, hâte de pouvoir découvrir les Ardennaises. Peut-être qu'on verra une nouvelle victoire de Stephen Williams, qui avait joué de Trouble Fête du côté de la Flèche Wallonne. Et puis, bah, c'est vrai que la Flèche Wallonne, c'est assez incroyable parce que Dylan Teuns, Stephen Williams, c'est jamais des mecs qu'on attend. Donc voilà, ça va être sympa. Merci de nous avoir suivis lors de cette vidéo. Et puis on se retrouvera très très vite pour de nouveaux contenus, que ce soit sur Instagram, YouTube ou même TikTok. Vous pouvez nous retrouver partout. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et puis on se dit à très vite. C'est ça.